Vous hésitez à vous lancer dans un projet immobilier ou vous êtes simplement curieux de connaître mon expérience, eh bien bienvenue à vous. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce que j'ai appris et surtout ce que j'aurais aimé savoir avant de me lancer. L'an dernier, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai enfin sauté le pas puisque j'ai acheté mon premier appartement que je loue actuellement à 690 € et mon deuxième appartement qui est devenu ma résidence principale. Si ces deux expériences vous intéressent, je vous mettrai les vidéos associées en description. Et je ne regrette pas du tout ces deux investissements, mais pour autant, tout n'était pas simple. Il y a beaucoup de choses que j'aurais aimé savoir qui m'auraient permis peut-être de mieux dormir le soir, d'être moins stressée et surtout de savoir saisir les opportunités plus facilement. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous partager tout ça et comme d'habitude, en toute transparence. Cette vidéo n'est absolument pas pour vous décourager, bien au contraire, parce que je suis convaincue que l'immobilier est un très bon investissement s'il est bien choisi et bien compris. Donc cette vidéo, elle est vraiment là pour vous faire gagner du temps à travers ce que moi j'ai pu vivre et mes propres erreurs. Je précise quand même que là, on ne va pas reprendre en détail le processus d'achat ni tous les calculs de rendement. J'avais surtout envie de vous parler de toutes ces choses qu'on ne sait même pas, qu'on ne sait pas et qu'on découvre souvent trop tard. Et pendant que j'y pense, parce que ça fait déjà plusieurs semaines que j'oublie de vous le dire, mais j'ai créé mon compte Instagram, je vais vous le mettre quelque part à l'écran et dans la description. N'hésitez pas à me suivre si vous voulez voir du contenu un petit peu différent. En tout cas, je compte poster un peu plus régulièrement dans les prochaines semaines. La toute première chose que j'aurais aimé comprendre, c'est ce qu'implique un projet immobilier sur le plan financier. Acheter, c'est vraiment un engagement global et souvent bien plus conséquent que ce qu'on imagine. Déjà, il faut une épargne solide. En général, les banques demandent un apport de 10 à 20% du prix du bien. Alors parfois, ça peut être un peu moins si le bien n'est pas très cher ou si vous avez des revenus confortables. Mais pour que ce soit plus clair, prenons un exemple concret. Vous repérez un appart à 200 000 €, et bien sachez que la banque peut vous demander un apport de 40 000 € le jour de la vente. Et dans ce cas-là, c'est quand même une grosse somme, on va pas se mentir. Même si on s'y attend, ça fait toujours un petit coup de voir tout cet argent partir au moment où ça arrive. Ensuite, il faut se rendre compte qu'un crédit implique tout un tas de frais plus ou moins cachés et durant toute la durée de l'emprunt. Tous les mois, il va falloir payer la mensualité du prêt avec ses intérêts, mais aussi les assurances emprunteurs et habitation, la taxe foncière, les charges, les impôts et le truc qu'on oublie souvent, l'entretien. Que ce soit un appartement ou une maison, ça vit, ça s'use et ça se dégrade, donc ça demande des réparations. En général, on conseille de mettre de côté entre 1 et 2% de la valeur du bien pour couvrir les éventuelles réparations et l'entretien général. Et ça, c'est valable que ce soit pour chez nous ou pour nos locataires. La partie entretien, clairement, je l'avais sous-estimée. Je le redis, mais je pense sincèrement qu'acheter est un très beau projet qu'il faut aborder avec le bon état d'esprit, c'est-à-dire qu'il faut être prêt psychologiquement à sortir de l'argent à différentes étapes du processus et pas juste au moment de l'achat. Mon message ici, c'est vraiment que plus on se prépare et plus on a de chances d'être serein sur la durée parce que l'immobilier, ce n'est pas une course de vitesse. Personnellement, je trouve que mes deux achats m'ont vraiment responsabilisé et pas que sur le plan financier d'ailleurs. Acheter, ça demande des capacités d'anticipation, de projection, de gestion des priorités aussi et d'humain. Tout ça finalement c'est très formateur et beaucoup plus que ce à quoi je m'attendais. D'ailleurs à propos de finances, peut-être que vous le savez, mais les banques sont très attentives à la manière dont on gère nos finances. Est-ce qu'on arrive à épargner chaque mois et à quelle fréquence? Est-ce qu'on est souvent à découvert? Est-ce qu'on sait investir? Est-ce qu'on est déjà endetté? Est-ce qu'on fait souvent des retraits d'argent liquide? Et quand on y pense, c'est assez logique que les banques regardent tout ça, puisqu'il faut qu'on leur prouve qu'elles peuvent nous faire confiance. La plupart des banques demandent à voir nos 3 derniers relevés de compte courant chez toutes nos banques, voire même peut-être des fois un peu plus, pour s'assurer qu'on est stable et fiable. Et donc la première chose à faire, selon moi, avant même d'envisager d'acheter, c'est vraiment de prendre conscience de ses habitudes financières, éventuellement de faire des ajustements, de tenir un budget si ça peut vous aider. Non seulement ça vous donnera confiance en vous, mais c'est indispensable selon moi pour déposer une demande de prêt. La deuxième chose que j'ai apprise en immobilier, c'est qu'il faut accepter d'être flexible sur certains critères et intransigeant sur d'autres. Avant même de commencer les recherches et de visiter, c'est vraiment important de définir clairement son projet. Pourquoi est-ce qu'on veut acheter? Est-ce que c'est pour y vivre? Est-ce que c'est pour louer?
Est-ce qu'on veut faire des travaux et revendre? Parce que selon l'objectif de notre investissement, nos priorités et nos critères vont forcément changer. Par exemple, nous, quand on a acheté notre deuxième appartement qui est devenu notre chez nous, on se projetait vraiment dedans et il collait très bien à ce qu'on recherchait et à notre mode de vie. Une erreur d'ailleurs que je vois souvent, c'est des personnes qui achètent un T2 alors qu'elles prévoient d'avoir des enfants dans les 2 années à venir et qui après du coup se retrouvent un peu coincées. On comprend bien l'importance de la projection à ce stade. Et pour notre premier investissement locatif, là c'était différent parce qu'on souhaitait pas que l'appartement colle à notre mode de vie à nous, mais qu'il puisse coller au mode de vie de quelqu'un. Et pour ça, ce qui peut aider, c'est d'essayer de visualiser le profil type des locataires potentiels qu'on envisage pour le bien. Ensuite, comme je vous le disais, en fonction des projets, on va naturellement faire émerger certains critères. Et le plus dur, surtout si vous êtes exigeant comme moi, c'est d'accepter que le bien parfait n'existe pas. Ou alors il coûte trop cher. En tout cas, dans la grande majorité des cas, il faut faire des compromis. Personnellement, il y a des choses sur lesquelles je suis flexible, comme l'état général du bien, et d'autres un peu moins, comme la localisation. En fait, ça, c'est ce que j'ai constaté après avoir fait les travaux dans mes 2 appartements. J'ai remarqué que beaucoup d'aspects d'un appartement peuvent être améliorés. Faire tomber une cloison, changer les interrupteurs, refaire une cuisine ou une salle de bain, tout ça, évidemment, ça représente un certain budget, mais ça se fait et c'est vraiment possible de transformer un bien avec quelques travaux. Par contre, la localisation, elle, ne changera pas. Et elle a une influence énorme, que ce soit sur la qualité de vie dans le bien ou sur son attractivité si vous voulez le louer ou le revendre. Personnellement, je préfère acheter un bien qui nécessite quelques rafraîchissements dans un quartier sain et bien réputé qu'un bien parfait dans un quartier bruyant, mal desservi ou qui a mauvaise réputation. Parce que si vous achetez quelque chose mais que personne ne veut y vivre, ça va être compliqué. Alors oui, certains quartiers peuvent évoluer, parfois en bien ou en moins bien, mais c'est très compliqué de maîtriser tout ça. Alors dans le doute, je pense qu'il vaut mieux choisir la bonne localisation. La troisième chose que je voulais vous dire, c'est probablement la chose la plus importante de cette vidéo, c'est qu'il faut faire attention à la manipulation. Et là, je vais être honnête avec vous, j'ai été très surprise et déstabilisée par tout ce que j'ai pu vivre lors de mes 2 premiers achats. Mais tout ça, c'est mon expérience et je suis pas ici pour culpabiliser qui que ce soit ou pour faire de généralités, donc n'hésitez pas à me partager la vôtre en commentaire. Moi, je viens d'un milieu où personne dans ma famille n'a investi en immobilier. Je suis ingénieur paysagiste de formation et pas du tout commercial, donc je ne savais pas à quoi j'allais m'exposer. Et peut-être que j'étais un peu naïve, c'est vrai, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de stratégie et de manipulation dans ce milieu. Alors après ces 2 achats, j'en suis venue à la conclusion que l'immobilier n'était rien de plus qu'un jeu géant dans lequel chaque acteur a ses intérêts à défendre. L'agent immobilier, le vendeur, le banquier, le notaire et nous. Et chacun d'entre nous, on partage le même objectif, c'est que la vente aboutisse. Pour autant, à côté de ça, on a tous des intérêts individuels à défendre et qui ne sont pas alignés sur ceux des autres. Nous, ce qu'on veut, c'est un bien pas cher au meilleur taux. Le vendeur, ce qu'il voudra, c'est un maximum d'argent dans sa poche, tout comme le notaire. La banque voudra vous vendre ses propres produits. Bref, vous avez compris. Et dans certaines parties, certains acteurs joueront sur notre crédulité et notre stress de débutant pour nous emmener exactement là où ils veulent qu'on aille. Et donc c'est comme pour n'importe quel jeu, mieux on maîtrise les règles et plus on a de chances de gagner. Et pour moi, la meilleure stratégie face à tout ça, c'est de s'éduquer à fond, comprendre les bases, connaître les termes juridiques, les droits et les devoirs de chacun et tout ce qu'on est en droit de demander ou de refuser. Et je vous assure qu'une fois qu'on a toutes ces clés en main, le jeu devient non seulement plus facile, mais aussi plus agréable. Pour vous donner un exemple concret de ce qui m'est arrivé en termes de manipulation, je vais vous parler de mon 2e achat et de ce qui s'est passé avec le notaire. Notaire qui est censé être une profession neutre, en tout cas c'est ce que je croyais. Je ne fais pas de généralité ici, je parle bien de ma situation particulière, mais je trouvais quand même important de vous en parler. Ce qui s'est passé, c'est que lors de la signature du compromis de vente, le notaire nous a fait payer des frais supplémentaires par rapport aux émoluments pour justifier son travail sur le dossier. Et tout ça sans nous en informer au préalable avant la signature du compromis. Pour être honnête, vu que ça ne nous était pas arrivé pour la signature du premier compromis du premier appartement, je ne pensais pas que c'était possible. Pour vous expliquer, quand on fait un achat immobilier, on doit payer les fameux frais de notaire qui s'élèvent environ à 8% du prix du bien dans l'ancien.
Faut savoir que la plupart de ce montant revient directement à l'État et une petite partie correspond à la rémunération du notaire qu'on appelle aussi des émoluments. Ces émoluments sont calculés selon un barème fixé par l'État. Mais de nombreux notaires ajoutent au compromis une clause de frais de formalité ou de rédaction qui n'est pas réglementée contrairement aux émoluments. Et cette clause a pour objectif d'augmenter la rémunération personnelle du notaire pour son travail. Généralement, ces frais sont évidemment à la charge de l'acheteur. Et alors, je ne suis pas là pour vous dire que c'est bien ou que c'est mal que les notaires puissent faire ça, mais simplement pour vous informer que ça existe. Dans notre cas, pour notre premier achat, cette clause était absente du compromis, alors la question ne se posait pas, mais pour le deuxième achat, nous l'avons découvert quelques heures avant la signature. Là, clairement, et pas que pour ça d'ailleurs, mais pendant tout le processus de signature de ce deuxième compromis de vente, j'ai compris que le notaire défendait les intérêts du vendeur. À partir de ce moment-là, je me suis renseignée et j'ai découvert qu'en tant qu'acheteur, on avait le droit d'amener notre propre notaire le jour de la signature du compromis et ensuite de l'acte authentique. Ce qui se passe dans ce cas, c'est que les émoluments sont partagés entre les deux notaires. Mais l'avantage à faire venir son propre notaire, c'est qu'on est sûr que nos intérêts sont respectés. Donc autant vous dire que c'est ce que je vais faire pour mes prochains achats. Ce que je veux surtout vous dire, c'est que j'aurais probablement mieux vécu mes deux expériences d'achat si j'avais accepté plus tôt l'idée qu'il s'agissait d'un jeu de rôle et que l'acheteur avait aussi des cartes à jouer. Ce que j'ai aussi compris, c'est qu'on a tout intérêt à transformer nos différentes relations en atouts. Bien s'entendre avec notre banque, ça peut nous ouvrir des portes pour de futurs dossiers. Un agent immobilier avec qui on a une certaine complicité peut aussi nous proposer des biens en off-market, c'est-à-dire avant qu'ils ne soient publiés sur le circuit traditionnel. Un notaire bienveillant peut également nous conseiller pour d'autres projets, etc., etc. Bref, les bonnes connexions, ça compte et le réseau est particulièrement important en immobilier. Donc ma conclusion par rapport à ce point, c'est de prendre le temps de se former au moins pour connaître les principales bases, de ne pas se laisser déstabiliser et de ne pas se braquer face à ceux qui pourraient potentiellement devenir nos alliés à l'avenir. En tout cas voilà, ça c'était mon analyse de la situation, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. La quatrième chose que j'aurais aimé savoir, c'est que tout se négocie. Parce que oui, l'immobilier est avant tout un business avec quelqu'un qui vend et quelqu'un qui achète. Et durant tout le processus, avec tous les intermédiaires, tout est discutable. Déjà, le prix, évidemment, alors il est fixé selon 3 critères. Le bien en lui-même et toutes ses caractéristiques, dont sa localisation, les attentes du vendeur et le prix du marché. Mais sachez qu'il y a quand même une différence entre le prix affiché et le prix le plus bas que le vendeur est prêt à accepter. Et celui-là, évidemment, on ne le connaîtra pas, sinon c'est trop facile. Mais c'est à nous, en tant qu'acheteurs, d'essayer de nous en rapprocher le plus possible grâce à nos négociations. Pour cela, personnellement, j'utilise des outils assez simples comme Meilleur Agent qui permet simplement de connaître le prix au mètre carré dans un secteur. Il suffit de rentrer l'adresse du bien et on verra tout de suite si le prix se situe dans la tranche haute, dans la tranche moyenne ou dans la tranche basse par rapport aux autres biens du secteur. Et c'est déjà un premier levier pour discuter. Mais des leviers, il y en a d'autres et comme je vous l'ai dit, je ne suis pas commerciale, donc la meilleure arme que j'ai trouvée pour négocier, c'est l'argumentation. Plus on a un argumentaire solide basé sur des faits et plus ce sera difficile de nous contredire. Tout peut être pris en compte ici, l'état du bien évidemment, mais aussi les travaux à prévoir, l'environnement global, l'historique du bien, etc., etc. Mais on est d'accord que ça ne marche pas à tous les coups, il y a aussi le facteur humain derrière, on ne connaît pas les motivations du vendeur ni son urgence à vendre le bien. Et au-delà du prix, il est possible de négocier à peu près toutes les modalités d'achat. Par exemple, les conditions suspensives dans le compromis de vente, c'est-à-dire les conditions sous lesquelles vous acceptez que la vente aboutisse. Par exemple, l'offre tient uniquement si je visite les combles et qu'elles sont conformes à la description qu'on m'en a faite. Attention, bien sûr, il faut que chaque condition suspensive soit justifiée. Personnellement, je ne suis pas vraiment fan des stratégies qui consistent à se positionner sur plusieurs biens en même temps pour réfléchir et faire nos recherches. Je trouve que c'est pas honnête vis-à-vis des autres acteurs impliqués. Pour moi, si on se positionne, c'est qu'on envisage sérieusement d'acheter et je pense vraiment que l'honnêteté finit toujours par payer. Les modalités d'achat, c'est aussi avec les banques qui sont avant tout des commerciaux. Les banques veulent surtout que vous deveniez client chez elles et pas que vous vous contentiez de rembourser chaque mois votre échéance. Elles veulent que vous consommiez leurs produits et ça c'est important de l'avoir en tête. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'on n'est pas obligé de tout accepter les yeux fermés, tout peut se discuter.
Alors bien sûr, on ne peut pas tout refuser non plus, c'est vraiment une histoire d'équilibre. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si on emprunte une somme importante, la banque prend un risque et il faut qu'elle nous fasse confiance. Donc elle attend quelque chose en retour, c'est normal et c'est dans notre intérêt de maintenir une bonne relation avec notre banque. Ce qui peut se négocier en général, c'est le taux d'intérêt, la durée de l'emprunt, le montant de l'apport, la délégation de l'assurance emprunteur et les quotités si on emprunte à plusieurs. Il y a aussi les indemnités de remboursement anticipé si on décide de revendre le bien plutôt que prévu. Je ne vais pas rentrer plus que ça dans les détails et les définitions, mais si le sujet de la banque en immobilier vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. La banque peut aussi exiger une domiciliation des revenus, l'ouverture d'un compte courant, d'un compte épargne et éventuellement la souscription à une carte bancaire. Peut-être que j'en oublie, mais vous avez l'essentiel. Par rapport à tout ça, sachez que ce n'est pas une fatalité si vous acceptez certains produits pour faire plaisir à votre banquier. Aujourd'hui, la loi Hamon protège les consommateurs et fait qu'il est possible de résilier notre contrat selon certaines modalités, mais ça se fait assez facilement. Autre point que l'expérience m'a appris, c'est que c'est important de savoir exactement ce qu'on achète et dans quoi on s'engage. C'est tout l'intérêt des visites, c'est le moment d'enquêter. Et franchement, ici, il ne faut pas hésiter à demander plusieurs visites à différents moments dans la semaine et dans la journée pour voir tout simplement comment évolue le quartier et comment évolue la luminosité à l'intérieur du bien. À force de faire des visites, j'ai vraiment appris à tout regarder, l'agencement, les fenêtres, la plomberie, l'électricité, l'état des murs, les menuiseries, etc. Mais aussi l'environnement global du bien, c'est-à-dire l'état du bâtiment, des façades, les voisins, les parties communes, les accès et les nuisances éventuelles. Bref, tout ce qui peut influencer la qualité de vie ou la rentabilité du bien. Et comme je sais que ça peut vite faire beaucoup de choses à penser, je suis en train de vous préparer une checklist de tout ce qu'il faut vérifier pendant une visite. Je vous la présenterai, je pense, dans une prochaine vidéo d'immobilier, donc n'hésitez pas à vous abonner. Un autre aspect important pour savoir ce qu'on achète, c'est l'analyse des documents. L'ancien bail, la taxe foncière, le règlement de copropriété ou encore les rapports d'assemblée générale. Tout ça, ce sont des véritables mines d'informations. On les reçoit généralement au moment de la signature du compromis, mais vous pouvez tout à fait les demander avant au vendeur ou à l'agent. Et d'ailleurs, je vous recommande de le faire pour avoir le temps de tout lire tranquillement avant. Grâce à ces documents, vous apprendrez probablement l'âge de la construction, mais aussi le montant et le contenu des charges, les travaux à venir et surtout s'il y a des mauvais payeurs dans l'immeuble. Parce que ce que je ne savais pas au départ, c'est que si un copropriétaire ne paye pas, alors ce sont les autres qui vont devoir payer pour lui, y compris les frais de justice et les procédures d'expulsion qui peuvent parfois s'étaler sur plusieurs années. Le montant des charges est également un élément important à prendre en compte. Si elles sont élevées, alors c'est comme un coup caché pour l'acquéreur parce que ça fera drastiquement diminuer le rendement. Et en général, il ne faut pas s'attendre à ce que le montant des charges diminue dans le temps. Ce qu'on constate, c'est que les grosses copropriétés avec des extérieurs à entretenir, des caméras de surveillance, des portails électriques, des ascenseurs, ont en général des charges assez élevées. Donc faites attention à ça. Un bien immobilier, et c'est vrai que j'ai pas trop insisté là-dessus, mais faut pas oublier que ça reste un investissement. Et comme pour tous les investissements, ça se calcule, ça se quantifie. Pour tous les biens que vous visiterez, je ne peux que vous inviter à faire sérieusement les calculs de rendement. Ça vous permettra de voir si le projet est solide et rentable, parce que l'idée, évidemment, c'est pas de perdre de l'argent, mais c'est d'en gagner. J'en ai pas parlé ici parce que sinon la vidéo aurait été bien trop longue, mais je prévois de le faire prochainement. Et enfin, le dernier point que j'aurais aimé savoir, c'est que passer à l'action est probablement le meilleur apprentissage. Parfois, on se donne des excuses, on se dit qu'on n'est pas prêt, qu'il faut encore qu'on lise et qu'on se documente, mais j'ai souvent remarqué que toute cette préparation finit par devenir une excuse pour ne jamais se lancer. Honnêtement, j'ai plus appris en faisant ces deux achats qu'en combinant toutes mes recherches réalisées pendant plusieurs mois. Chaque projet m'a appris quelque chose de différent et je pense avoir pris pas mal en maturité depuis que j'ai réalisé tout ce que j'étais capable de faire. C'est toutes ces galères et les apprentissages que j'en ai tirés qui m'ont fait, je pense, grandir en tant qu'investisseuse. Ce que je voulais aussi vous dire, c'est que l'immobilier, ce n'est pas que des chiffres, mais c'est aussi beaucoup d'humains
et on n'imagine pas à quel point c'est riche sur le plan relationnel avant de le vivre. On apprend à échanger avec des professionnels, à négocier, à se construire un réseau et tout ça, ça ne s'apprend pas dans les livres, ça se vit tout simplement. Alors oui, ça demande une certaine préparation, de l'énergie, un peu de courage parfois, mais c'est une expérience que je ne peux que vous encourager à vivre si vous en avez envie bien sûr, si vous en avez les moyens et que vous vous en donnez les opportunités. J'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez mon contenu, à me faire aussi un retour en commentaire et à me suivre sur Instagram. De manière générale, merci à tous pour vos retours et votre bienveillance et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.